Aïe, 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 aïe. Ça y est, c'est dans le rouge. Ça fait 1 an et demi que j'investis via un DCA assez simple, hein, 50 euros en actions, 50 euros en ETF. Et du coup, investir 100 euros avec cette méthode, est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça bat le S&P 500? C'est ce qu'on va voir. On verra dans un premier temps que Netflix n'est plus ma première position en pourcentage du portefeuille. Ça a changé, vous verrez. Et on parlera aussi d'Uber, parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire la dernière fois et que je trouve très important. Parce qu'au final, certes, c'est une boîte de tech, mais est-ce qu'elle a un moat? Je rappelle rapidement qu'est-ce qu'un moat, c'est une douve défensive qui va protéger tout simplement l'enceinte du château, ou plutôt le business pour faire une comparaison. Et ça va permettre en fait à ce business d'être protégé des attaques extérieures d'autres business qui voudraient lui prendre des parts de marché. Voilà, et on verra ça plus tard dans la vidéo. Allez, maintenant les performances. Donc on voit que le S&P 500 a bien performé ce mois-ci, alors que le mois de septembre, historiquement, c'est un des pires mois. Voilà, sur plus de 60 ans de record. Comme quoi, il ne faut pas trop se fier aux stats. Voilà, et ensuite, vous le voyez à l'écran, ma première position est maintenant Alphabet avec 30% de performance, suivi de Netflix, 38%, et derrière la traîne Amazon qui a bien chuté, voilà, S&P Global et Berkshire Hathaway. Et enfin, la sixième, celle qui est rentrée tout simplement dans le portefeuille, c'est tout simplement Uber. Voilà, alors au final, comment comparer cette performance? C'est très simple, moi je fais juste la somme des plus-values, les dividendes. Il n'y a que deux boîtes qui m'en versent et ils sont très faibles, donc je les compte même pas. Et une fois que j'ai cette somme, je la compare tout simplement au S&P 500, l'ETF, et c'est la courbe que vous avez en bleu. Et donc vous voyez la courbe en rouge, le total des actions qui, elle, surperforme le S&P 500, mais pourtant qui se fait rattraper. Depuis quelques mois, je testais cette stratégie, j'essaie de voir s'il y avait une accélération ou pas. En fait, non, pas du tout, ça se fait rattraper. Peut-être que ça va être là, entre guillemets, mon point de rupture, et le S&P 500 va enfin me battre. Mais bon, j'ai pas dit mon dernier mot, et maintenant je voudrais vous parler tout simplement de ma pire des performances qui est S&P Global. Standard & Poor's qui est en moins 7%. Bon, rien de grave, hein. De toute façon, vous verrez quand vous commencez à investir à la règle des moins 10%. Si ça tombe à moins 10, moins 15%, est-ce que vous continuez? Est-ce que vous arrêtez? Si vous arrêtez, c'est généralement vous n'avez pas très bien fait vos recherches. Et voilà. Et pourquoi je vous parle de cette action? Tout simplement, c'est pour montrer l'importance du PER, du cours sur bénéfice. Bon, on voit que pour Standard & Poor's, il est à 37,82, quasiment 40 fois les bénéfices. Je rappelle que plus il est élevé, il y a plus de chances de décevoir. Tout simplement parce qu'entre guillemets, si je pourrais imaginer, vous chutez, c'est plus facile de chuter de haut et de se faire mal que de faire une plus petite chute si je dois comparer par exemple à de la physique. En tout cas, j'ai toujours confiance sur la S&P Global, je compte pas changer. J'ai regardé, vous l'avez pas dit, mais quand j'ai choisi Uber, à la base je voulais prendre du MSCI. Justement pour avoir les deux concurrentes, un peu en situation de duopole. Vous voyez que le cours sur bénéfice, il est de 37. C'est une des raisons pour laquelle je n'étais pas allé sur MSCI et c'est pour ça que j'étais allé sur Uber. Et maintenant, en parlant d'Uber, on va retourner sur Uber et je vais vous parler tout simplement de ces petites news que j'en avais pas parlé la dernière fois. Alors certains ne connaissent pas Waymo. Waymo, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une entreprise qui fait des robots taxis et qui est au capital de Waymo. Et c'est Google. Waymo, on peut dire que c'est un incubateur, une filiale de Google. Pour moi, c'est peut-être là l'image du mode de Uber. Voilà, Uber, c'est une application, c'est de la tech. On sait très bien que ça peut vite se faire attaquer, disrupter. Voilà, c'est en 2 minutes, vous désinstallez l'application, vous passez par exemple à un concurrent, c'est fini. Voilà, on va s'arrêter 30 secondes et on va juste comprendre le point de vue de Google et pourquoi ils ont choisi Uber et pourquoi ils n'ont pas choisi de faire eux-mêmes leur application. Donc oui, c'est vrai, Google, c'est un peu les rois de la tech. Ils maîtrisent toute la chaîne. Donc si on part de tout en bas, on va dire du robot taxi, il faudrait une application associée pour faire venir des passagers et pour rentabiliser tout simplement cette boîte Waymo. Faire une application, je pense que Google sait le faire. Ok, superbe, ils sortent leur application. Bon, moi je pense que voilà, pour la monétiser sur un marketplace d'Android, c'est assez facile. Bon, le seul bémol, ça sera avec Apple et avec iPhone qui prend sa taxe. Mais une fois qu'ils ont cette application, ils savent très bien faire du référencement et réorienter du trafic vers une application pour que les gens la téléchargent et qu'ils passent vers leur système d'application robotaxi Waymo. Et pourtant, ils ont décidé de s'associer à Uber. Et pourquoi? Tout simplement parce que Uber est déjà présent. En plus de ça, il y a la partie métier où ils savent tout simplement monétiser, c'est-à-dire calculer un ride, un trajet, savoir à partir de combien de temps il est rentable. Il faut bien comprendre que Uber, en fait, ils ont un mode style effet de réseau. C'est-à-dire que beaucoup de gens l'ont sur leur téléphone. Donc les chauffeurs qui veulent faire des courses, ils vont sur Uber et Uber est gagnant. Alors certes, c'est très localisé, par exemple sur une ville. Uber a beaucoup de data, beaucoup de données. Voilà, ils savent les trajets que les gens font régulièrement, ou même de façon plus instantanée, comme par exemple, je sais pas moi, après un match de foot US ou autre. Alors je vous rappelle quand même que Google, c'est un peu les rois de la data aussi. Je vous rappelle que quand vous recherchez quelque chose, par exemple, quand vous recherchez par exemple un restaurant sur Google, voilà, vous avez vous avez la notation, autant pour moi, et vous avez aussi les heures d'affluence. Donc ils savent très bien où les gens vont. Alors ils ne connaissent pas vos data, mais ils savent faire des populations et comprendre les mouvements de masse.
Bah ça, Uber les a aussi et ils estiment en fait qu'ils savent mieux les gérer et mieux les monétiser. Donc pour moi, le moat d'Uber, il est là. Alors je parlais aussi du moat de la douve défensive de l'effet de réseau. Alors certes, Uber n'est pas présent partout. Par exemple, en Asie, sachez que Uber investit dans les boîtes locales en Asie comme Grab. Donc voilà pour cette vidéo, c'était pour compléter un peu mon dernier épisode qui était beaucoup plus bref. Voilà, dites-moi en commentaire dans quoi actuellement vous investissez, ça m'intéresse. Ouais, pareil, est-ce que vous avez une méthode DCA? Est-ce que vous mesurez vos performances? Parce que c'est très important. D'ailleurs, ma performance, voilà, je vous la montre rapidement. Elle est de 9,66% sur 18 mois et pas un an. Et du coup, sur un an, ça fait 6,3% annualisé. Donc voilà, on est encore bien loin des 10%. Après, ça bat toujours le S&P 500, l'ETF. Ça a juste surperformé le marché. Voilà, c'est tout pour ce DCA Challenge septembre 2025. Ouais, je vous souhaite à tous de bons investissements. Allez, ciao.